Bienvenue dans Libération intérieure. Ici, on parle de transformation, de résilience et de guérison émotionnelle. Que vous soyez en quête de sens, de sérénité ou simplement curieux de découvrir des récits inspirants et des outils puissants, vous êtes au bon endroit. Je suis Sandra Mention, hypnothérapeute passionnée dans l'accompagnement des transformations profondes. À travers chaque épisode, je vous invite à explorer les chemins de libération intérieure. J'ai le plaisir d'accueillir Eva, une femme profondément humaine et bienveillante, qui vient partager avec nous son parcours de transformation. Elle abordera 2 thèmes clés: les troubles alimentaires qu'elle a traversés, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, et son changement de vie profond qu'elle a amorcé en prenant une décision courageuse, celle de se séparer du père de ses filles. Un chemin d'ailleurs sur lequel elle a rencontré l'hypnose. Maman résiliente et déterminée, Eva élève ses 2 filles tout en poursuivant ses projets de vie. Sportive, audacieuse, elle a relevé des défis marquants, comme sa participation aux 100 km de Millau. Aujourd'hui, forte de son expérience dans l'événementiel et de sa formation en kinésiologie, Eva aspire à aligner pleinement son parcours professionnel sur son chemin de vie, tout en continuant d'évoluer avec sérénité et confiance. Bonjour Eva, je suis ravie de te recevoir au nuage pour un nouvel épisode de Libération intérieure. En quelques mots, peux-tu nous dire pourquoi tu as accepté mon invitation aujourd'hui ? Bah écoute, effectivement, c'est, 2 sujets, je pense, qui peuvent parler à beaucoup de gens et si au travers ce podcast et ces quelques minutes, il y a des personnes qui se posent des questions sur ces 2 sujets, si je peux apporter des réponses, écoute, j'aurais gagné ma journée. Moi aussi. Avant d'entamer ce parcours que tu as initié, si tu pouvais te décrire avec une chanson, ça serait laquelle et pourquoi ? Écoute, la chanson qui me vient en tête, que j'écoute parfois justement en courant, ça serait la chanson de Kyo, Je cours, que j'aime beaucoup, que je trouve à la fois, très émotionnelle et rythmée. Et pourquoi ? Bah, tout simplement parce que j'aime beaucoup courir. C'est, mon moment du matin qui me permet de structurer ma journée et le sport dans ma vie, on pourra le dire, m'a clairement sauvée à une période de ma vie. C'est vrai que pour pratiquer aussi la course à pied, alors pas du tout dans les mêmes proportions que toi, je comprends à quel point en fait c'est structurant. Ça aide Ouais, aussi effectivement à poser les choses. C'est des moments d'introspection. C'est aussi une manière de percevoir le monde. Quand on court, on regarde le monde qui nous entoure un peu différemment et on regarde aussi son monde un peu exactement. différemment. On a un point commun avec Eva, en dehors de la course à pied, c'est le karaoké. Donc peut-être que cette chanson, on l'inclura au prochain karaoké. Euh, Parle-nous un peu justement de ce que tu as traversé par rapport au TCA, donc aux troubles alimentaires. Euh, je sais que c'est un sujet qui est pas évident à aborder. On en entend souvent parler, mais assez finalement de manière superficielle, parce que d'une personne à l'autre, ça peut être perçu, ressenti, vécu de manière complètement différente. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ton parcours. Mmh. Est-ce que tu serais OK pour nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Moi, j'en ai eu 2. J'ai eu, des troubles du comportement alimentaire dans 2 périodes différentes de ma vie, sous 2 aspects complètement différents. OK. La première fois, c'était il y a plus de 13 ans. Là, clairement, j'étais dans une période, où, je travaillais énormément et où j'avais envie d'avoir mon premier enfant. Et il faut savoir que voilà, pour les femmes, le trouble du comportement alimentaire peut avoir des répercussions, mais considérables sur le physique. Et moi, clairement, je n'avais plus mes règles. Et du coup, je voulais avoir un bébé et je pouvais pas fabriquer un bébé. Donc, ça a été très compliqué psychologiquement d'accepter que c'était à cause de ces troubles du comportement alimentaire que moi, en tant que femme, je ne pouvais plus fabriquer un bébé.
Donc, j'ai dû me faire aider avec des traitements, avec ma gynéco, etc. Mais j'étais complètement dans le déni encore à cette époque d'accepter et de comprendre que c'était à cause de ces troubles du comportement alimentaire que je pouvais plus, je ne pouvais pas devenir maman en fait. Donc ça avait été très compliqué à accepter. C'est les médecins, ta gynéco, ton entourage qui t'a alerté? Ma gynéco, parce que clairement, quand tu vas chez le gynécologue, t'es obligé de monter sur une balance Ouais. et le poids, et elle te voit, t'es toute nue. Donc clairement, ça, tu peux pas mentir à ta gynéco. T'as beau elle a beau, c'était une marathonienne elle aussi, donc elle sait ce que c'est qu'un corps de sportive, mais elle sait aussi ce que c'est, je pense, une femme qui a des troubles du comportement alimentaire à côté du sport à outrance en fait. Et clairement, c'est ce qui m'arrivait à cette époque-là. Alors moi, il y a plusieurs formes du trouble du comportement alimentaire. À cette époque-là, moi, j'étais un peu en mode calculatrice, c'est-à-dire que je calculais tout ce que je mangeais dans la journée. Je savais qu'une femme a le droit à tant de calories par jour. Je savais qu'avec la quantité de sport, du coup, je pouvais augmenter de temps et fallait que je fasse en sorte à chaque fois, toute la journée, d'être en déficit calorique d'environ 400-500 calories. Ce Et qui du est coup, énorme. ce qui est énorme. Ça a peut-être dû durer 1 an et demi, OK. 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, je me suis fait très très mal Tu as perdu combien de kilos, tu saurais, ou alors j'avais le déni a c'est ouais. simple, hein, j'étais descendue sous la barre des 50 kilos, donc oui, je devais faire 49 et je voulais devenir maman. C'était juste pas possible. Le corps, il suivait Alors pas en fait. 49, tu Ouais. mesures combien? Parce que 1,67 m. ouais. Et en fait, ça se voyait vraiment, surtout que je faisais du sport, donc j'étais hyper tracée, mais tracée très maigre en fait, très moche. C'était vraiment moche, quoi. Au niveau de ton énergie, de ta J'étais vitalité, tu étais comment? Bah, tant que je faisais du sport, ça allait, mais après j'étais hyper fatiguée au travail. En plus, à l'époque, je travaillais beaucoup. Donc je voyais juste pas, comment j'aurais pu avoir un enfant avec ce rythme. Ton entourage, à cette époque? N'a rien vu. N'a rien vu parce que, c'est très facile finalement de camoufler. Comment tu faisais? Tu t'habilles avec des vêtements un peu plus amples. Quand, tu as des repas de famille, ou quand tu es invité à aller au restaurant avec des amis et cetera, tu te prives pas. Mais par contre, tu te prives le reste de la semaine. Donc finalement, dans la vie sociale, en tout cas, je me privais pas de vie sociale, le week-end, ce qui fait que c'est passé, mais complètement inaperçu. Oui. Mmh. Avec, l'homme qui partage ta vie à ce moment-là? Clairement, il a rien vu, pareil. Il avait absolument pas vu. Après du coup, je lui en veux absolument pas. Enfin, Mmh. c'était en fait même, j'aurais même pas accepté, je pense, à cette époque, qu'il ait ce rôle-là de m'aider, et cetera. Je pense que vraiment, fallait que ça vienne de moi. Et clairement, ce qui m'a aidée, c'est de vouloir avoir un bébé et de comprendre qu'effectivement, en tant que femme, je savais pas à l'époque que ça pouvait autant impacter. Et le traitement que j'ai eu, j'ai dû avoir un traitement pendant 1 an et demi avant de pouvoir avoir Lola, justement, que ça marche. Et je sais pas si des femmes sont déjà passées par là, mais c'est des traitements qui sont quand même très, très douloureux au niveau du ventre et tout. Enfin, tu prends des hormones et du coup, pour moi, c'était très compliqué parce que justement, je me suis mis à gonfler alors que je faisais tout pour maîtriser mon poids. Mais du coup, je devais sans cesse me recadrer toute seule dans la tête, me recadrer pour me dire c'est normal et il faut que tu passes par là. Et n'oublie pas le but ultime. Le but ultime, en fait, c'est pas de ressembler à telle ou telle personne que tu vois dans les magazines ou que tu vois dans les affiches. En fait, là, c'est de devenir maman. Et C'est ça qui avait, quelque part, motivé ta restriction alimentaire, c'est de ressembler à telle ou telle personne dans les magazines? ouais, à l'époque, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux qu'ont les Bah, jeunes de maintenant. non. Alors, c'est pour ça que les Tu jeunes de quel âge, maintenant, Eva? enfin, en tout cas, on n'était pas aussi branchés réseaux sociaux que maintenant, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je veux faire ce podcast parce que avec toi, parce que certainement que des plus jeunes vont l'écouter et je sais ô combien maintenant les jeunes sont photos Instagram, et on sait combien les photos Instagram sont retouchées, que c'est pas la vraie vie, c'est pas la réalité. Moi, j'aime beaucoup quand t'as les photos Oui. reality et tu sais Instagram. Mais nous, à l'époque, oui, c'était plus les magazines ou les affiches où effectivement, ouais, t'as envie. Regarde Angelina Jolie comment elle est trop belle. Regarde Rihanna comment Mmh. elle est foutue. En fait, tu les regardes, tu te dis, et moi, bon bah ok, je vais faire du sport, je vais moins manger, je vais.
Et après, en fait, tu tombes dans un cercle. C'est ça le problème, c'est que tu tombes dans un cercle. Vraiment à l'époque où je calculais, mais c'était de la folie. J'avais tout le temps mon téléphone à côté de moi en mode calculatrice. Ma calculatrice, ça me durait toute la journée. Tu sais, t'additionnes à chaque fois. Tu manges une pomme, plus 80, tu manges une barre céréale, plus 130. Je connaissais toutes les calories de tout. Et du coup, tout était contrôlé. Franchement, maintenant, quand j'y pense, tu vois, même là, je suis obligée de soupirer. Je me fatigue. Je me fatigue à y penser. Je me t'ai mis une charge mentale là-dessus. Est-ce que du coup, tu avais la satisfaction en fin de journée quand tu voyais que tu avais atteint ton objectif qui était finalement de manger le moins possible? Ouais. Ça fait quoi de se coucher peut-être en ayant faim? Ça fait mal, mais à l'époque, du coup, c'est ce que je recherchais aussi. C'était me faire mal. Te faire mal parce qu'il y avait la satisfaction derrière Ouais, de l'atteinte du résultat? exactement. OK. Pas la sensation de enfin, du plaisir de te faire mal pour te faire mal. C'était vraiment relié au Ouais, résultat. exactement. En fait, je sais pas ce qui se passe dans la tête des autres personnes, Ouais. mais moi, à cette époque-là, c'était OK, mon corps, il est en train de continuer à brûler de la graisse. Comme OK. je lui ai pas donné assez à manger, il va taper dans les réserves. En plus, j'ai fait du sport, là, je vais me coucher, je remange que demain et je vais continuer à calculer. Et du coup, tu te dis, ton corps, c'est une machine et il continue à taper, taper dans les réserves. Sauf qu'au bout d'un moment, t'as plus assez de réserves et du coup, ça tape dans d'autres choses et tu peux clairement te faire très, très, très mal. OK. Quand tu as, quand ta gynéco, du coup, t'a amené à prendre ce traitement, elle a posé les mots avec toi? Ouais, mais je voulais pas les entendre. OK. Clairement, c'était un sujet, elle a bien compris, il fallait pas le mettre sur la table. OK. Et je pense que c'était pas la personne, de toute façon, habilitée à traiter ce sujet avec moi, quoi. OK. Donc tu as pris le traitement, Ouais. tu en as parlé de ce traitement? Bah, mon conjoint, forcément. Comment tu as vécu le fait, d'être sous traitement, relié à tes problèmes alimentaires? Est-ce que du coup, J'avais honte. ouais. J'avais honte et surtout, ouais, je me sentais nulle parce que je me suis dit en tant que femme, normalement à la base, du coup, j'avais fait plein d'examens, donc des échos et cetera. Mes ovaires allaient très bien, donc j'avais même aucun problème physique, contrairement à d'autres personnes qui peuvent être stériles et cetera. J'étais en train de me rendre stérile, en fait, Mmh. parce que, je j'apportais pas à mon corps ce qu'il fallait et du coup, j'avais presque honte par rapport aux autres personnes qui, elles, bah, sont vraiment physiquement atteintes et n'ont pas cette chance que moi j'avais. Et moi, j'étais en train de détruire cette chance, en fait. Je suppose que ça a, déclenché, un processus de changement. OK, il y avait les médicaments, mais il y a certainement, comme tu l'évoquais, prise de conscience. Comment tu as digéré justement les choses et que tu as activé d'autres leviers pour t'en sortir? Bah là, à l'époque, clairement, c'était le focus sur je veux devenir maman OK. et tu vas t'en sortir avec le sport. C'est-à-dire que là, j'ai basculé. Le sport, c'était plus là pour cramer des calories. C'était, je me suis mis en tête, tu veux faire du sport, faut que tu manges. Parce que pour le corps, c'est une machine. Et la machine, il faut lui mettre du carburant pour pouvoir continuer à avancer. Donc là, en fait, j'ai switché le sport qui, avant, au contraire, m'aidait à cramer. Je me disais, de toute façon, voilà, il faut que tu manges pour pouvoir avancer. Et c'est là où, dans cette première phase du trouble du comportement alimentaire que j'ai eu, voilà, je te dis, il y a plus de 13 ans, le sport m'a sauvée, clairement, à cette époque-là. Est-ce que ton entourage a observé justement tes changements, ta relation au sport, ta relation à l'alimentation, peut-être et certainement ta relation à toi-même, ou c'est resté, transparent? C'est resté complètement transparent. Mais parce qu'on est très malin dans ces périodes, quand on est dans ces vices-là, quand on est dans ce système, dans cette sphère, on trouve mais toutes les petites techniques possibles et inimaginables pour passer inaperçues et pour rester dans son déni et dans ces mauvaises habitudes qu'on prend, quoi. En plus, c'est un engrenage, c'est vraiment difficile de ressortir. Effectivement, moi, à cette époque-là, c'est le sport, mais comme on a évoqué, j'ai eu 2 périodes du trouble du Oui. comportement alimentaire. La deuxième que j'ai eue, c'était pendant le confinement, donc il y a pas si longtemps que ça, finalement, et du coup, je te connaissais. Oui. Et donc là, c'était encore autre chose. Je calculais pas mes calories, c'est-à-dire que je m'empêchais de manger. Donc je m'étais énormément affaiblie, forcément en confinement, coupée socialement.
Donc moi, j'étais avec mes 2 petites qui, à l'époque, avaient du coup 18 mois et 4 ans et demi. Donc à se retrouver à la maison au chômage partiel, à faire l'école à la maison et à parler uniquement avec des enfants, ça a été très compliqué. Donc dans ma tête, ce qui n'avait pas été traité il y a plus de 13 ans en trouble du comportement alimentaire m'a complètement ressauté à la Mmh. figure. Comme quoi, c'est des choses où on pense que c'est passé, mais si vraiment c'est pas traité, vraiment dans le fond, ça revient. Au bout d'un moment, ça ressaute à la figure. Et là, clairement, c'est ce qui s'est passé. Et le jour où j'ai eu du mal à porter ma petite Manon pour aller lui changer une couche, où je me sentais mais tellement faible à trembler, c'est là où clairement je suis revenue vers toi pour te faire un message. Et je me rappellerai toujours de cette fois où tu m'as pris en urgence. On était avec nos masques, je me rappelle à l'époque, et tu m'avais prise entre 2 consultations, je me rappellerai toujours. Et tu m'as fait une séance express qui a hyper bien fonctionné. Ouais. Je me rappellerai toujours de cette séance dans ton ancien nuage, ce petit chalet au fond du jardin, avec beaucoup de lumière, je me rappellerai toujours. Et cette séance avait été mais d'une efficacité. Je sais pas ce que tu as fait ce jour-là, c'était comme un genre d'éclair, ça a été en express, T'étais mais prête? efficace, quoi. Ouais, clairement. Je voulais pas retomber là-dedans. Et pour moi, c'était du passé et je comprenais pas que ça revienne. Pourquoi, comment? Et bien évidemment, je sais pourquoi. Hein. C'est parce que ça avait été mis de côté, en fait. Bien Hein. sûr. C'est Bah, des fois, on dompte les situations, nos émotions, notre vécu, parce qu'on a un objectif. mmh, L'objectif, c'était, bah, d'avoir, ton enfant, tu as eu ta fille, après tu as avancé dans ta vie, tu as mis d'autres repères, en place, donc ça va. Tu avais créé ta stabilité qui te permettait de bien fonctionner. Puis effectivement, des fois, tu as des événements soudains bah, qui se mettent sur ton chemin et qui viennent réactiver, bah, des blessures, mmh, des fonctionnements. Mais tu avais fait une grande partie du travail déjà. Tu avais pris conscience qu'il y avait un problème avec l'alimentation. Tu avais trouvé d'autres ressources, tu en avais développé d'autres, tu avais des objectifs qui étaient différents. Donc là, c'était effectivement un vieux démon qui venait se réactiver. Mais finalement, voilà, il y avait déjà les ressources pour le combattre. Donc oui, des fois, une séance flash ah ouais, c'était flash. peut voilà, peut suffire. Alors après, on se connaissait, aussi déjà, Mmh. donc la relation de confiance, elle était déjà tissée. On avait déjà évoqué, nos histoires même, sans rentrer, dans le détail, mais il y avait déjà aussi ce lien qui était créé entre nous. Je remets ça dans le contexte pour pour dire, aux auditeurs que je ne suis pas une magicienne, mais c'est vrai que parfois, quand les planètes s'alignent, comme on dit, bah, il suffit des fois, tu sais, d'une phrase, d'un mot même pour, voilà, que ça permette de remettre les choses bien à leur place et que, bah, qu'il y ait des choses qui se débloquent. Hem, les troubles alimentaires, c'est toujours un sujet, tout à l'heure je disais c'est, très intime, c'est un sujet intime parce c'est souvent relié à de la honte, de la culpabilité et puis il y a une espèce d'impasse parce que, guérir, c'est une maladie, guérir, c'est aussi accepter que le pire que tu souhaites se mette en place. Et qu'en gros, tu associes ta guérison à ce que tu redoutes le plus. Ça peut être prendre du poids, ça peut être perdre du poids. Hem, perdre, la notion de perdre quelque chose, c'est pas Mmh. toujours évident aussi. Et effectivement, quand on se rend compte qu'on a ce problème-là, cette maladie-là, et qu'on doit y faire face, bah, de se dire que pour guérir, il va falloir grossir dans ta situation. Déjà, comme on dit, le morceau, faut l'avaler et puis après, faut le Mmh. digérer. Donc voilà, effectivement, quand tu es venue me voir, pour cette séance-là, bah, moi je savais pas tout ça de toi donc j'ai appris à te connaître aussi à travers ça. Hem, mais ton fonctionnement inconscient, il avait déjà fait, une grosse partie du boulot. Là, il avait besoin de s'assurer que c'était voilà, que c'était pas vers ça Mmh. qu'on voulait retourner. Merci beaucoup. Du coup, OK, il y a eu cette séance d'hypnose. Est-ce que, à cette époque-là, donc au moment du confinement, quand tu as senti tes vieux démons, revenir, est-ce que par toi-même, avant même de faire de l'hypnose,
tu avais réussi à dompter un peu, la situation ou tu as senti que ça pouvait ça pouvait revenir très rapidement et se réinstaller, très fortement? Ouais, c'est ce qui m'a fait vraiment peur. Ouais. C'est que je savais que ça allait vriller, tout de suite, en fait. Je me voyais, de jour en jour, je voyais bien les réflexes qui revenaient et clairement, pour moi, encore une fois, c'était entériné, c'était enterré, c'était fini et là, je pouvais plus me permettre. J'avais 2 merveilles devant mes yeux. Ce que je voulais à l'époque, c'était être maman. Là, j'étais maman, je suis maman. J'ai 2 petites filles en face de moi qui sont en pleine forme. Je pouvais pas me permettre, en fait. Tu vois, tu portes un enfant qui a 18 mois, qui est pleine de vie et là, en fait, en faisant ça, si je me fais pas aider à ce moment-là, bah, clairement, je risque de mourir, en fait. Mmh. Et donc là, ça a été le vrai électrochoc, encore une fois, en portant ma petite et de voir que je tremblais, que j'avais plus de force. Je commençais à plus avoir de force. J'ai dit là, faut que je me fasse aider. Et clairement, j'ai eu aucun problème à demander de l'aide. Parce qu'aussi, voilà, j'avais pris de la maturité et c'est pas comme à l'époque, comme il y a 13 ans, où j'étais clairement dans un déni. Mais comme tu dis, il s'est passé quelques années depuis, c'est revenu sous une forme différente et j'ai pris la maturité. Mais c'est pour ça aussi que je veux, avec toi, qu'on parle de ça, c'est que les troubles du comportement alimentaire, ça peut toucher aussi bien les jeunes femmes que les jeunes hommes. On en parle Oui. un peu moins des hommes, mais ça touche aussi les jeunes garçons. Et ça peut toucher aussi des adultes, des personnes un peu plus âgées, des retraités. Donc voilà, juste pour dire que effectivement, il y a des personnes pour qui ça arrive quand ça commence ou même quand c'est bien installé, qui sont pas prêtes tout de suite à se faire aider. Faut pas brusquer, faut surveiller au loin, faire un peu comme le Big Brother, tu vois. Faut surveiller au loin pour pas qu'il y ait le basculement. Et quand la personne sera prête, elle demandera à avoir cette main tendue, en fait. Mais si elle est pas prête, ça sert à rien parce qu'au contraire, ça va braquer Mmh. et ça risque d'être pire parce que la personne va trouver même d'autres subterfuges encore pour pouvoir planquer. Ouais, c'est très Et stratégique en ah fait, oui, hein. oui, vraiment. Alors tu parlais des garçons et des Mmh. hommes, notamment sur cette thématique. Moi, j'en ai déjà reçu en consultation. Effectivement, c'est un sujet qui est encore plus Ouais, tabou. j'imagine. Hem, Souvent, c'est relié, en tout cas dans les expériences qui m'ont été partagées, au domaine sportif. La compétition, Mmh. la gestion du poids du coup. Et c'est vrai que déjà, pour les jeunes femmes, c'est un sujet, qu'elles évoquent peu et encore entre elles, elles en parlent, plus ou moins, mais ça peut être un sujet qui est évoqué. Autant chez les garçons, c'est un sujet qui est complètement verrouillé Mmh. et c'est très bien qu'on puisse l'évoquer, et puis, bah, appel, aux auditeurs si, un jeune homme, un homme, qui a traversé, voilà ces étapes, de vie, veut témoigner, bah, ça sera avec grand plaisir de lui laisser le micro. Car c'est un vrai sujet, notamment dans le domaine sportif, hein, où on peut être confronté justement à sa gestion du poids de manière, dysfonctionnelle. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai moi-même, traversé, juste, juste après ma grossesse, tu vois? Donc toi, tu l'as traversé avant ta grossesse. Moi, je l'ai traversé après ma grossesse et après la naissance de Lucas. Heu, Pendant ma grossesse, j'ai pris beaucoup de poids, je me suis fait, bien plaisir. Je mangeais beaucoup de pain au chocolat, d'ailleurs peut-être de manière compulsive, hein, du coup ça avait peut-être commencé à ce moment-là. Hem Et effectivement, après ma grossesse, donc après l'accouchement, j'avais pris pas mal de poids et c'est vrai que ça a été, un outil. Je l'ai vu à ce moment-là comme un outil. Je me suis laissée avoir par cet outil-là pour reprendre le contrôle. Parler de contrôle justement et effectivement, quand on a cette sensation que, il y a des choses qui nous échappent, ça peut être un outil, qu'on saisit pour reprendre le contrôle. Heureusement, j'ai pas glissé. J'ai eu, je sais pas, j'ai eu de la chance, je pense. J'ai eu de la chance, j'ai eu, une phrase, on parlait tout à l'heure, des fois qu'il y a une phrase, un mot, hem, qui m'a fait prendre conscience, que, bah, ça pouvait être,
ça pouvait être quelque chose de terrible en fait pour la suite. Et j'ai une de mes collègues à l'époque, quand j'ai repris le travail, qui m'a vue arriver et qui me fait: «Mais attends, mais c'est pas possible, t'es plus mince qu'avant de partir, voilà, en congé mater», sachant que j'ai été arrêtée hyper tôt donc et quand elle m'a dit ça, moi j'étais super flattée. Je fais: «Waouh, c'est cool et tout». Et en fait, j'ai vu dans son regard que c'était pas du tout, Un pour me compliment. flatter, mais c'est qu'elle s'est Alerte. inquiétée Ouais. et elle m'a dit, elle me fait: «Mais cette robe que tu portes, plus jamais tu peux la porter le temps que tu fais ce poids». Et là, en fait, j'ai sur le coup, je comprends cette question de déni parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle est jalouse, en fait». Et j'ai filé aux toilettes de mon entreprise. À l'époque, j'étais encore en entreprise. Je me suis regardée dans la glace et en fait, c'est comme si mes yeux, ils s'étaient ouverts pour la première fois et j'ai vu une brindille dans une robe noire. Parce que c'était aussi plus le même miroir que tu avais l'habitude chez toi de regarder aussi, certainement. Ouais, certainement, ça m'a fait un déclic et j'ai vu ça et j'ai fait: «Waouh!» Ouais. Effectivement. Et en fait, suite à ça, très naturellement, j'ai repris mes habitudes, j'ai réinséré, une alimentation, on va dire, plus riche parce qu'en fait, je mangeais très, très équilibré, mais tellement équilibré que, Comme un petit moineau, quoi. ouais, comme un petit moineau, j'avais jamais eu des assiettes aussi jolies, mais dans des quantités, ridicules. Et du coup, cette collègue et qui était une amie, à l'époque, bah, je lui dois un grand merci parce qu'elle m'a permis vraiment de réouvrir les yeux alors que franchement, hein, moi je me suis pas considérée comme, anorexique, on va dire le Mmh. mot. Je me suis juste dit à ce moment-là: «J'utilise un outil pour reprendre le contrôle» et c'est ça le risque en fait, c'est de se dire: «Je maîtrise et en faisant ça, je maîtrise les choses». Non, en faisant ça, tu maîtrises plus rien. Mmh. Tu, deviens l'esclave de cet outil-là et à un moment, cet outil-là, à part te détruire, il t'apporte rien. Mmh. Donc c'était juste pour rebondir sur cette notion de contrôle et comme quoi en fait, il faut être vigilant parce que tout le monde, peut à un moment penser être plus fort ou plus forte, que voilà, que cet outil-là et se faire avoir. Donc ouais, mais regard bienveillant, auprès de tous. Les copains, les copines qui viennent manger, mais des enfants, Mmh. des fois on peut voir aussi. Alors après bien sûr, hein, tu le disais, hein, si les gens sont pas prêts, voilà, mais c'est d'avoir un regard et être disponible C'est pour ça. recevoir. Et puis, même si c'est le dire et que la personne, on sait qu'elle est pas prête à recevoir, encore une fois, tu mets une graine dans la tête. Et de toute façon, la graine, elle reste dans la tête de la personne. Et au moment où ça va germer, où elle sera prête, là, ça sera bon parce que la petite graine, elle a été mise il y a quelques semaines, il y a quelques mois ou peut-être quelques années. Mais ça restera dans la tête de la personne parce que l'inconscient, il est pas fou. De toute façon, il va garder. Mais ça va éclore juste quand ça sera le bon moment. Mmh. Et ouais, l'inconscient n'est pas L'inconscient. fin. Hem, est-ce que ça a transformé du coup ta vision du monde? Le fait d'avoir passé cette étape-là, cette épreuve, ces épreuves-là, est-ce que ça t'a transformé, dans ta manière de ta relation à toi, ta relation aux autres? Ce que je vais dire, c'est que manger, c'est la vie, en fait, tu vois? Ouais, je vais juste le résumer comme ça, manger, c'est la vie et j'ai appris à m'aimer. Parce que, ouais, à l'époque, je comprenais pas, j'avais beau faire du sport et tout, en fait, je me trouvais jamais bien foutue, tu vois? Alors que maintenant, je me fais mes plaisirs d'un point de vue culinaire, j'ai aucun problème. Et elle est bien foutue! Mais ce que je vais te dire, je vais être très sincère avec toi et auprès des auditeurs, je me trouve mieux foutue qu'avant mes grossesses, tu vois? Mais tu Donc canon! comme quoi, mangez, mangez, bougez, mais faites-vous plaisir. C'est ça la vie, c'est fait pour ça la vie, c'est fait pour se faire plaisir. Mais c'est difficile à entendre pour, des personnes qui sont pas bien, ça par contre c'est clair et net. Mais moi je suis sortie de ça et je souhaite à toutes les personnes qui sont dans ce cercle d'en sortir, quoi. Tu voulais nous parler d'un autre sujet qui est ton changement de vie, Ouais. voilà, de manière, plus globale, on va dire.
Je suppose que ce qu'on a évoqué juste avant a contribué aussi à ce changement de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu souhaitais partager avec nous? Alors en fait, j'ai plutôt commencé l'hypnose avec ce premier thème qui est l'accompagnement au changement. Quand on s'est connus, quand nos chemins se sont croisés, il y a maintenant plus de 6 ans, hein, puisque le Mmh. running Clamart a 6 ans, donc c'était il y a un peu plus de 6 ans maintenant. J'étais dans une période de ma vie où, je savais qu'il fallait que je prenne une décision compliquée, mais je ne savais pas quelle ficelle tirer. Je me sentais face à un mur, comme un grand mur d'escalade, tu sais, où tu as pas de prise et tu sais pas par où commencer. Et clairement, l'hypnose, moi, à l'époque, je connaissais que l'hypnose de spectacle avec, Mesmer et je ne savais pas que l'hypnose pouvait, accompagner sur différentes thématiques. Et du coup, tu m'as inspiré confiance et j'ai quand même lu avant un peu des trucs sur l'hypnose, hein. Mon côté un peu trop contrôlant à l'époque et je me suis dit: «Pourquoi pas?» En fait, je le sens que, ça peut être le levier dont j'ai besoin à ce moment-là, en fait, pour prendre la décision. Donc on a fait plusieurs séances d'hypnose, sur l'accompagnement, au changement et clairement, ça m'a vraiment aidée à prendre la décision, de la manière la plus sereine possible. Donc voilà, la décision, c'était de quitter le papa de mes enfants. Décision vraiment pas facile puisque ça remet en question, énormément de piliers, de valeurs, de ton chemin de vie, en fait, il éclate d'un coup. Donc c'était une décision qui était mûrement réfléchie mais difficile à prendre Ouais. et l'hypnose dans ces moments-là, moi, tu m'as aidée en gros, dans ma tête, c'est comme si c'était un énorme brouillard avec plein de feux d'artifice. Tu sais pas quelle info prendre à quel moment et l'hypnose, ça m'a vraiment aidée à tout bien ranger, tout comprendre et surtout, je me rappelle de phrases que tu m'avais dites, notamment celle que, avec les séances d'hypnose, il y a certainement des souvenirs qui vont remonter et que ces souvenirs, s'ils remontent, c'est que c'est nécessaire. C'est pas toujours, chouette, c'est pas toujours des souvenirs, joyeux, mais en fait, l'hypnose, on a plein de ressources en nous et c'est avec ces séances d'hypnose, en fait, que les souvenirs et les ressources remontent et c'est aussi ça qui va nous aider justement à trouver ces prises sur, ce mur d'escalade que finalement on est en train de construire nous-mêmes. Donc, et encore une fois, je me rappelle aussi ce que tu m'avais dit, c'est que les souvenirs, s'ils remontent, c'est que c'est le moment. Ouais. Et clairement, je me rappelle après la première séance d'hypnose, ça devait être à peu près 1 mois après cette première séance, il y a un souvenir propre à mon histoire qui est remonté et qui, en fait, m'a aidée à comprendre aussi pourquoi à ce moment-là de ma vie, là, j'en suis arrivée au point où j'ai besoin de quitter, le père de mes enfants. C'est comme si aussi avec l'hypnose, beaucoup d'auditeurs, je pense, ont des enfants ou ont fait des puzzles, donc vont comprendre. On avait un grand puzzle là devant nous avec plein de pièces et en fait, l'hypnose va nous aider à rattacher les pièces de puzzle ensemble et c'est ce qui fait qu'après, pour prendre une décision, tu es encore plus aligné, tu comprends aussi encore mieux pourquoi. Moi, clairement, ça m'a aidé comme ça. Super. Oui, je me souviens bien de tout ce parcours que tu as pu faire et je suis ravie que l'hypnose ait pu t'aider, et oui, non, c'est pas de l'hypnose de spectacle. Quoique, on peut s'amuser, hein, on peut faire des choses très amusantes, en hypnose, on va dire thérapeutique, mais ouais, ce que tu évoques sur le fait, que ça vient soulever, voilà, comme un rocher. Ici, on est au Rocher, donc ça tombe bien. On est au 14 rue des Rochers, comme quoi. Oui, mais si ça revient, c'est que c'est le bon moment. Mmh. L'inconscient va pas réactiver des souvenirs si, c'est pas nécessaire. S'il a pris le soin de les enfouir, c'est qu'il avait de bonnes raisons. S'il prend, le soin de les réactiver, c'est que c'est le bon moment et que ça va contribuer à faire évoluer, ton chemin de vie et que tu as les ressources. Ou en tout cas, il va activer en même temps les ressources qui vont te permettre de digérer les choses. Mais c'est vrai que l'hypnose, c'est pas que du cocooning. Voilà, Non. des fois, on se dit: «Ah, je vais faire une séance d'hypnose pour m'apporter, du bien-être». Oui, on peut faire ça, oui, mais c'est pas que ça et quand on est sur, son parcours de changement,
son parcours personnel, bah, des fois, on a des épreuves qui sont dures et des fois, on peut prendre du temps pour les digérer, mais ça fait partie, bah, du jeu quelque part Mmh. et des fois, l'hypnose peut être un peu rude, mais si elle est rude avec vous, c'est que quelque part, c'est le bon canal de communication aussi. D'une personne à l'autre, il n'y a pas les mêmes ressentis, il n'y a pas les mêmes parcours, les mêmes ressources qui vont s'activer et chacun va vivre, heu, voilà, ses expériences de manière différente. Mais c'est vrai, en tout cas, c'est vrai que, chaque personne qui peut, utiliser, l'hypnose comme outil, hem, pourra être, surpris d'être à la rencontre, en fait, de ses propres ressources. Et des fois même, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément une question de confiance en soi ou d'estime. On peut se dire: «OK, moi je me connais bien, voilà, je sais comment je fonctionne». Mais si on creuse un peu avec cette technique-là, on peut se rendre compte que, OK, on se connaît bien, mais il y a encore plein de choses à découvrir de soi. Et c'est hyper réconfortant, de se dire que, bah, voilà, on creuse pas pour, juste comme ça pour s'amuser voilà, à faire du développement personnel. On creuse sur soi pour, mieux connaître ses failles aussi, ses parts d'ombre, ses zones de flou et puis pour mieux naviguer avec tout ça et puis, savoir où consolider et puis, bah, on fait comme on peut mais c'est vrai que c'est un outil qui peut bien nous aider à débloquer quand on est un petit peu, voilà, verrouillé dans nos mécanismes. Je vais rebondir sur ton mot parce que c'est fou là quand tu parles, j'avais l'image en tête de la mer et tu viens de dire le mot naviguer, donc je suis obligée de rebondir là-dessus, juste pour clôturer cette question-là. C'est que quand on est dans ces périodes de vie, de changement, donc là je parlais de séparation, mais ça peut être, un changement de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être, mais même un déménagement étranger, ça peut être plein, plein de choses. En fait, on est comme en mer avec un petit radeau, avec nos petites rames là et tu prends des fois tu as des petits flots et des fois tu as des grosses vagues. Et en fait, les séances d'hypnose, elles vont te permettre de passer les grosses vagues, mais effectivement, c'est ça, c'est que le travail sur soi, tu es obligé de prendre la vague. Tu vas la prendre dans la tête, tu vas te retourner, mais le bateau, il se retourne en fait. Et tu as toujours tes rames dans les mains. Tu vas continuer à ramer et à avancer. Et moi, ce que je trouve, c'est que les séances d'hypnose, tu vois, c'est un peu comme un grand phare. C'est-à-dire que ça va t'éclairer sur ta vie, grâce à ton passé qu'il y a derrière, à ton présent, mais aussi sur ton futur. Et surtout, pour moi, en tout cas pour ma part, ça a été un vrai accélérateur pour m'aider à prendre des décisions difficiles. Tu le vois, le petit bateau là? Ouais, ouais, je le vois bien. Il me parle bien. Et justement là, dans ton tour du monde, t'en es où aujourd'hui par rapport à tes projets pro, perso, développement personnel? Bien Où est-ce que écoute, t'en es? maintenant j'ai envie de te dire, j'ai presque la vie que je voulais. Quand je dis presque, c'est-à-dire que c'est encore, d'un point de vue professionnel où il y a encore des changements à amorcer. OK. Voilà, je me suis reformée en kinésiologie pendant 1 an et demi, mais pour l'instant, c'est mis de côté. On va dire que c'est une formation qui m'a servi pour moi, Ouais. que j'ai pratiquée pendant 1 an, mais que pour l'instant, je laisse de côté parce que j'arrive pas à jongler avec mes 2 casquettes. Je travaille en événementiel et en même temps être kinésiologue à côté, juste une journée par semaine. Clairement, je l'ai fait 1 an, mais c'est pas aligné. Voilà, OK. ça va pas. Donc pour l'instant, c'est complètement mis de côté. Donc c'est pour ça que c'était juste l'aspect professionnel qui reste encore à aligner, mais ça se fera quand ça se fera. Sinon, j'ai la vie que je veux. J'ai rencontré un super conjoint. Demain, c'est nos 2 ans. Je reprojette plein de projets, que ce soit avec lui, que ce soit avec les enfants. Tout va bien. Les démons Du sport sont toujours? toujours du sport. Toujours, toujours. Des défis, des challenges, pour cette année? Ah, tu vois, ça fait quasiment 5 ans que j'ai pas pris de dossard parce que j'avais besoin de retrouver, un semblant de comprendre pourquoi est-ce qu'on achetait ce bout de papier, tu vois, et qu'on l'épinglait.
parce que moi, j'ai pas besoin d'avoir un dossard pour aller courir tous les jours, tu vois. Donc j'avais besoin de retrouver un sens. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, un sens en ce bout de papier. Et du coup, le 26 avril prochain, je vais courir 24 heures, donc un format 24 heures, je n'ai jamais fait. Jamais fait plus que 14 heures de suite où j'ai couru 110 kilomètres, donc Mais 24 déjà, heures. vous imaginez, je sais pas, moi. Je vais Alors, courir là, 24 heures sur une boucle de 1 kilomètre. Et le sens, c'est que c'est pour une petite fille qui a une maladie dont je vais pas prononcer le nom parce que je vais l'écorcher. C'est une maladie, en gros, voilà, elle est vraiment atteinte d'un point de vue neurologique. ok. Et du coup, tous les dons sont reversés à l'association de l'IA. Donc, je suis très contente de faire mon premier 24 heures pour une petite fille. Eh bien, écoute, moi, ce que je propose, il y a peut-être un lien pour cette association et peut-être que dans ce podcast, on pourrait mettre le lien Avec plaisir. de l'association. Mm. Et du coup, s'il y en a qui veulent faire une bonne action, voilà, je suis émue. Vous n'êtes pas obligé de courir, voilà, vous pouvez juste faire un petit don. Mais ouais, clairement, ça fait partie des petites associations qui sont pas très connues et reconnues et qui méritent tout autant l'éclairage. Voilà, vous voyez, dans l'introduction, chers auditeurs, je vous ai parlé de son grand cœur, de sa bienveillance. Et voilà, c'est aussi ça qu'on voulait partager, et qu'en tout cas, moi, je voulais faire partager aujourd'hui à nos auditeurs. Témoigner dans un podcast, c'est livrer une partie de soi, donc c'est un don. Et j'espère qu'à travers ce moment qu'on a partagé ensemble, que ça viendra toucher voilà, certaines personnes et en tout cas donner peut-être un éclairage ou même des fois peut-être assouplir aussi le regard qu'on peut avoir face à des personnes qui peuvent avoir des troubles du comportement. Des fois, on peut juger sans se rendre compte, mais par manque d'information. En tout cas, merci beaucoup, Eva, d'avoir témoigné aujourd'hui. Et pour terminer ce podcast avec une petite note de joie, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs, partager avec nous, je sais pas, peut-être un mantra qui t'aide, une chanson, un conseil, quelque chose que tu aimerais comme saupoudrer comme ça auprès de tous nos auditeurs aujourd'hui? La phrase qui me vient en tête, c'est tout vient à point à qui sait attendre. Merci Eva pour le moment qu'on a partagé. Je suis ravie de t'avoir reçue une fois de plus au nuage dans des dispositions un peu différentes. Et puis, on aura aussi l'opportunité d'aller courir ensemble. Je ne t'accompagnerai pas sur 24 heures de, de course à pied, mais pour quelques kilomètres, si tu veux bien, 2 mois, ça sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci. À bientôt.